T'as eu les petites ampoules là sur les fesses et tout là? Ah oui. T'as vécu ça? Ah oui. C'est pas une punition ça? Ah si. Quel mec normalement Si. câblé se dit tiens, au lieu de prendre la bagnole, je vais prendre le vélo, Ouais. je vais partir à 2h30 du matin Ouais. et je vais faire 350 km. Ouais. Pour aller où? Au point de départ. Pour faire une boucle en plus, pour faire une boucle. Ouais. Et qu'il n'y a personne qui t'attend. Là, on va évoquer toute autre chose. On ne parlera pas de chrono, on va simplement échanger avec passion sur le principe de l'effort. On parle de cette force intérieure, celle qui se réveille quand t'as plus rien et que tu choisis d'avancer quand même. Bienvenue dans cette conversation vraie, simple et puissante. Let's go! Jusqu'à ce qu'il m'en parle, il pensait que ce n'était rien. Juste une grosse sortie à vélo, plus de 350 km, seul avec un départ à 2h du mat. Et en fait, en l'écoutant, j'ai compris que le vrai dépassement, ce n'était pas bruyant, ce n'est pas un record. Ça se joue dans le silence et dans l'intime. Quand tu es seul au monde et que tu continues quand même. C'est la définition de l'effort. Salut mon Dim. Ça va Juju? T'es en pleine forme? Ouais, très bien. Je suis super content de te recevoir ici. Merci. Effectivement, on est à Flaine aujourd'hui. On profite de cet après-midi un peu plus calme parce qu'on n'a pas de coaching cet après-midi. On roulait ce matin depuis 7h30. La neige qui tombe, le feu de cheminée, on est plutôt bien. Et on a discuté, on a échangé ensemble il y a quelques semaines de ça sur plusieurs principes du sport, de la préparation mentale. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup d'échanger avec toi là-dessus et surtout de le partager à ma communauté sur YouTube et de pouvoir comme ça peut-être donner des idées. Tu vois, je trouve que c'est intéressant. On a cette chance aujourd'hui d'avoir des chaînes un peu partout et en fonction des sujets, on ne va plus regarder forcément la télé généraliste, mais s'il y a un truc qui nous passe par la tête, tu tapes ce que tu veux et tu trouves le sujet qui te convient. Tout à fait. Et nous, dans nos positions d'entraîneurs, de pilotes, de sportifs, etc., puis avec un certain parcours, tu nous expliqueras le tien tout à l'heure, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir le partager. Ouais. Alors, est-ce que déjà pour commencer, tu veux bien te présenter auprès de ma communauté? Bien sûr. Pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a plein qui te connaissent. Donc je suis Dimitri Angelbert, j'ai 40 ans bientôt, dans quelques mois. Je suis papa de deux petits-enfants, enfin deux petits, 9 et 3 ans, c'est de moins en moins petit. Voilà, je suis marié, j'habite dans l'Essonne et j'ai la chance de faire de la compétition automobile depuis très longtemps maintenant, depuis presque 20 ans. Et je suis instructeur de pilotage comme toi. Ton parcours en fait, du début en fait, de l'histoire, qu'est-ce qui a créé la passion? Est-ce que tu te rappelles tes tout débuts? Est-ce que c'était toi qui étais en demande? Bien sûr. D'abord, j'ai commencé par le motocross quand j'avais 4 ans. J'étais tout petit. C'est mes parents qui m'ont acheté une moto à Noël parce que tout petit, on ne pense pas forcément à faire ça. Ouais. Et puis, ça a bien pris. Ça a trop pris puisque c'est devenu vite dangereux aux yeux de mes parents. J'en ai fait 10 ans et tu sais, quand tu as 14 ans, ça va très loin, ça va très haut. Ça va très vite et les enfants n'ont pas le sens du danger. Et donc, ils ont vite arrêté, on a voulu arrêter, ils ont voulu que j'arrête. Et en parallèle de ça, je faisais un petit peu de karting juste l'été. Mes parents, j'avais la chance qu'ils m'offrent des sessions de karting de location, au Sable d'Olonne notamment. Et donc, on a switché le motocross par le karting. J'ai fait 10 ans de motocross et après, je suis passé au karting. C'est déjà mieux au niveau danger. Et puis j'ai fait donc 5 années de karting, dont la dernière en sport-études au Mans. C'était un sport-études qui s'appelle la filière FFSA. De là, je suis passé en sport automobile. J'ai continué au Mans en sport-études en monoplace. J'ai eu mon bac là-bas en même temps, en sport-études, donc tu fais autant de sport que d'études. Excellent. Et après, je suis passé en Clio Cup et j'ai gagné des courses, j'ai gagné des titres et j'ai gravi les échelons. Moi, je suis un pilote principalement GT. J'ai beaucoup fait de GT. Championnat d'Europe, championnat du monde pour à peu près tous les constructeurs. Ferrari, Lamborghini, Corvette, Aston Martin, etc. J'ai fait un petit peu de proto en LMP2 et en LMP3, mais je ne me considère pas comme un pilote proto, je suis vraiment pilote GT. Et j'ai fait une année de monoplace, mais c'est tout. Voilà. C'était en quelle année ça, la monoplace? 2004. La première année, tu vois, en 2004, donc je rentre en sport-études pour faire la Formule Campus. Je termine 5e du championnat et j'ai tous mes potes de la Campus qui sont partis en Formule Renault. Et moi, j'ai décidé de prendre complètement l'inverse, c'est la Clio Cup. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les caisses à porte parce que je voyais les courses à la télé, je voyais Le Mans et ce que je voulais, c'était la bataille. J'adorais ces courses où tu étais portière contre portière, ce que tu ne peux pas faire en monoplace. Et donc, le BTCC, tu étais fan, j'imagine? De qui? Le BTCC? Oui, bien sûr, tout à fait. Bah, ça, c'est la référence, le DTM, les choses comme ça. Ouais. Tout excellent. À fait. Alors, ce qui est important de préciser pour tout le monde, c'est que ton parcours, on aurait pu dire assez idéal.
étant jeune, c'est-à-dire compétition jeune, karting, monoplace, au Mans. En fait, suite à ça, toi, tu as décidé de bifurquer vers la caisse à porte. Oui. Parce qu'en fait, on a en tête que si on n'est pas en F1, finalement, c'est un échec. Alors il y a plein d'options. Ouais. Mais moi, j'ai jamais rêvé à la Formule 1 parce que alors c'est peut-être un tort, mais je trouvais ça presque inaccessible. Ouais. Et les courses me faisaient pas autant rêver que les courses de GT que je suivais à la télé. Voilà, la Formule 1, ça m'ennuyait un peu et ça m'ennuie encore un peu aujourd'hui presque. Je préfère regarder une course de motocross ou de MotoGP que de Formule 1, mais ça c'est un autre sujet. Et donc c'est vraiment, et tu vois, en Clio Cup, on était à Dijon quand t'es 5 l'un derrière l'autre collés. Hein. C'est-à-dire que tu vraiment collé. Il y a le courant qui passe de la première à la 5e voiture et que tu es dans la ligne droite à 220 ou 230 et que tu vois à travers le pare-brise de celui qui est devant et que le premier doit lever la main pour que tous les 4 lèvent la main et que tu dises ok c'est bientôt le frein, je quitte le groupe et que tu le reprends après, c'est des courses incroyables. Et ça t'as pas en monoplace. Et ouais, bien sûr. T'as pas le même phénomène. Ouais. Il y en a qui essaient, mais des fois, il y a des petits contacts. Il y a des petits contacts, mais c'est pas fait pour. C'est pas fait pour, exactement. Tu sais que là, pendant cet entretien, on va beaucoup parler de croyances. Parce que moi, je suis convaincu qu'en fonction de ce que tu te racontes, forcément ce que tu crois, tu auras un parcours qui va être comme ça ou comme ça. Tu vois. Et j'aime bien me dire que finalement, c'est un choix, une question de choix. Tu vois. Donc, ça peut être le choix de... j'ai pas envie d'aller en F1, tu vois, par exemple, parce que je trouve que c'est inaccessible. Ça peut être le choix de je vais en compétition, je vais pas en compétition. Ou pour certains, tu sais que ça peut être aussi de se dire je vais pas en compétition parce que c'est inaccessible. Bien sûr. Donc finalement, toi, le choix que tu as fait, c'était de dire bon, la F1, je laisse de côté, mais il y a plein de choses qui vont s'ouvrir derrière. Et depuis maintenant plus de 20 ans, tu vis de ça. Alors bien sûr, il y a la partie coaching. Oui. Et puis moi, en karting, tu vois, moi j'ai commencé tard le karting. C'est très tard. J'ai commencé tard et j'ai pas fait des grandes compétitions en karting. J'ai fait la Ligue Île-de-France avec mon papa. On a gagné la Ligue. Pourquoi mon papa? Parce qu'il m'aidait à faire de la mécanique et on pouvait encore. Tu pouvais gagner la Ligue avec une caisse à outs qui s'ouvrait comme ça et un barbecue le midi, tu vois. C'est un peu différent aujourd'hui. C'est un peu différent et on était qualifiés chaque année pour le championnat de France. Et voilà, je faisais Ligue France et j'ai jamais fait l'Europe ou le Mondial. J'ai jamais fait de grandes compétitions en karting. Si je pense que j'aurais peut-être un peu plus cru à la F1 si déjà j'avais démarré beaucoup plus tôt. À l'âge où je démarrais le motocross, 4 ans, tu vois. Moi j'ai mis ma fille au karting à 4 ans. C'est le bon âge pour commencer. Moi c'était trop tard. Mais ce que je te dis pas, et ça tu le sais pas, c'est que j'ai fait aussi, ça va être attention, hein, là, je l'assume complètement. Ouais, révélation. Parce que je l'ai pas dit beaucoup. J'ai fait du patinage artistique. Mais non. Ouais. J'ai fait du patinage artistique, en même temps que le motocross. Et pour le coup, le motocross, c'était vraiment le loisir. Et le patinage artistique, c'était vraiment, comme on voit à la télé, hein, sur la glace, sur roulette, etc. Et donc en compétition? En compétition, puisque j'ai été champion de France, on était vice-champion d'Europe. Et je faisais partie de l'équipe de France. Et ça a duré plusieurs années. Et j'ai été qualifié pour les championnats mondiaux en Colombie. Et là, ça s'est tout arrêté d'un coup. Mais je te parle de 15 heures d'entraînement par semaine. Quand tu es au collège et tout, c'est c'était ton sport, quoi. C'était mon sport. Et je me suis permis c'est vraiment un luxe d'avoir recommencé il y a 2-3 ans, quand j'avais 36-37 ans. J'ai recommencé le motocross et j'en fais actuellement, mais avec la tête sur les épaules en essayant de ne pas me blesser, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et j'arrive pas à retrouver le niveau de l'époque, c'est une catastrophe. Mais en même temps, est-ce que tu as envie de le retrouver, le niveau? Est-ce que non, là, non, mais c'est ça. Non. T'es papa, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Déjà, je me fais plaisir. Se blesser, hein, je me fais mal aux avant-bras, je me fais plaisir et c'est déjà très bien comme ça. En 2,5? Ouais. C'est 2 temps, 4 temps? 2 temps. C'est beaucoup trop pour moi. Ouais. Il paraît que ça tracte énormément. Ouais, elle est de 89 la mienne, c'est une vintage et c'est Paul Lanchère qui m'a mis à ça, qui a une 125 vintage et j'ai dit c'est chouette le motocross mais c'est encore plus chouette avec des anciennes motos. Les motos que moi mon frère avait exactement celle-là quand j'avais 4 ans et que j'ai commencé le motocross. Excellent. Il avait cette moto. Donc tu as l'odeur de l'huile de ricin encore, tu as tout ça, tu fais ton mélange. Exactement. Ah ouais, je fais mon mélange. 3,5, c'est quoi le type? C'est 2,5. 2,5. En carte c'est 7%, on connaît des stratosphériques mais là ouais. T'es jamais très loin du serrage. Non, parce que mais c'est juste à la limite. Non, mais je suis pas, j'ai pas un bon niveau et je suis très souple, toujours en 3 sur le couple et tout. Mais t'as retrouvé du plaisir? Ah, beaucoup, j'adore. Moi, je crois beaucoup à un truc, c'est que qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ouais, tout à fait. Tu me parles de ton patinage artistique, je n'étais pas au courant, mais ça me surprend pas de toi. Et après, tu me dis que tu n'as pas refait derrière. Ça me surprend pas parce que quelque part, tu cherchais, que ce soit du patinage, du ski, de la voiture, de la peinture, on cherche une émotion, on cherche un dépassement de soi, le vélo, on va en parler après. On cherche ce dépassement et qu'importe ce que tu fais comme activité, en vrai,
tu peux devenir champion de ton monde si tu te donnes les moyens d'y arriver. Si tu te fais plaisir. Le Si tu te fais plaisir, plaisir. c'est les fondamentaux. On a tendance à oublier. Moi, je le rappelle beaucoup à mes participants, à mes clients qui passent, comme toi, du coaching vraiment loisir à la compétition. Souvent, les premières années de compétition, c'est dur, etc. Et on ne sait pas ce qu'on fout là. Et je dis, mais si ça ne te plaît pas, il faut arrêter. C'est se faire plaisir, le plus important. Je le répète tout le temps. Et j'en viens du coup au cœur de notre discussion, parce qu'on aime tous les deux les challenges sportifs, on adore ça. Alors je pense que toi comme moi, on s'est mis sur un vélo à un moment donné, pas par plaisir, enfin pas par Moi, j'aime pas le vélo. régal, moi non plus. Alors la machine, je la trouve très belle. Aujourd'hui, ils font des trucs carbone, tout, c'est magnifique. C'est exactement, l'objet est très beau. Ça fait tellement mal aux fesses que le côté beau, t'as envie de le laisser accroché au mur. Ouais, bien sûr. Tu l'as accroché au mur, toi ou pas? Non. Moi, il est dans mon garage, je m'en sers beaucoup. Moi, j'ai pas le temps de le nettoyer entre deux sorties et je m'en sers un gravel, moi. C'est pas un vélo de route. Le vélo de route, il a besoin d'être nickel. Le gravel, c'est entre le VTT et le vélo de route. Tu peux le laisser un peu sale l'hiver, tu vois. Ouais. Et donc, on aime beaucoup les challenges tous les deux. Oui. Moi, il se trouve que mon associé donc, à l'atelier de la performance à Bordeaux, il est prépa physique, je bosse avec lui depuis 15 ans, et lui, il est ancien cycliste pro. Comment il s'appelle? En Espagne, Benjamin Aliorga. Ok. Il était en Espagne pro, et puis quand il a arrêté, il est passé prépa physique. Et donc, il m'a toujours un peu poussé sur le vélo, tu vois. On a fait ensemble les 24 heures du Mans avec Yvan Muller. Je bossais à l'époque avec Yvan, donc on avait fait un équipage de 4. Donc déjà, 24 heures, c'est cool, tu vois. Tu fais 4 relais d'1h30, bien sûr. C'est un challenge. Au Mans, déjà tu ramasses. Une fois par jour. Bien donc sûr. quand il pleut à 3h du mat, tu es dans le camion en train de dormir, et tu dis ça, là c'est mon relais, il faut que j'y aille. Tu vois, au niveau de la tête, il se passe des trucs. Donc ça, j'avais bien aimé. Et après, on se fait des sorties régulièrement avec Benjamin. Il a tendance un peu à me pousser vers ça parce que je sais que physiquement c'est bon. Mais j'en fais très peu. Et un jour, on s'est fait un 220 km. On a fait Bordeaux-Bayonne. Et lui, de Bayonne, en fait, il est originaire de là-bas. Et on s'est dit un jour, voilà, on part le matin, on est parti à la bourre. C'est dingue d'arriver à faire. Tu te dis, je vais y aller en vélo. Tu vois, alors que c'est génial. Et alors, ce qui est le plus fou pour l'anecdote sur ce coup-là, c'est que j'avais une chaussure qui était un peu petite, 75e kilomètre, une douleur au pied. Je ne peux pas t'expliquer, j'avais l'impression que j'aurais préféré qu'on me coupe le pied plutôt qu'avoir cette douleur. Tu vois le niveau du truc. Et donc je dis à Benjamin, là on se met sur le côté, je vais enlever ma chaussure. Et là il se dit, bon c'est mort, on va commencer à organiser. On était vers le bassin d'Arcachon, tu vois, un peu au sud du bassin, à l'entrée des Landes, donc No Man's Land, évidemment déjà. Et elle me dit comment tu vas faire et tout. Je dis, j'ai pris mes tongs pour ce soir, tu sais à l'hôtel c'est sympa d'avoir les tongs ce soir. Je vais mettre mes tongs. C'est beau. Mais ça c'est beau, c'est très engagé. Tu vas pas rouler avec les tongs? Je dis, j'ai pas le choix. Avec des pédales automatiques, les pédales elles sont petites comme ça. Ah, c'est ça. Donc j'avais la tongue qui se déforme forcément sur la pédale automatique. Et j'ai fait du 75e au 200e kilomètre, comme ça. Et au 200e, je sentais que ça allait mieux. En fait, mon pied qui se dilatait un peu. Et avec 100 bandes, tu vois, sur la tongue, ça allait bien à la fin, tu vois. Et je me suis dit, allez, maintenant j'envoie et je remets les chaussures. Donc les derniers kilomètres, j'ai mis les chaussures. Et ça me fait rire, mais j'imagine complètement. Mais je l'ai bien vécu, tu vois, sur le coup. Mais Benjamin, qui pourtant lui connaît bien le truc, il m'a dit, mais t'es dingue, tu vas pas faire 100 bornes, enfin, tu vas pas finir en tongue, quoi. Et en fait, j'avais pas d'autre solution. Je n'avais pas arrêté, prendre le train, c'était pas possible. Et donc l'idée, c'est que je voulais aller au bout. Et un truc qui m'a surpris, alors ça a été vraiment dur, j'étais pas entraîné au 120e, tu vois. Là, j'ai senti vraiment que pour un mec pas entraîné, tu sens le creux. Alors heureusement, j'avais la chance d'être avec Benjamin qui, lui, machine de guerre, c'est ça. Les cuisses comme ça, l'entraînement, la tête, il a tout qui va bien. Il savait le creux, lui, il le sent à peine, il trace. Et donc j'étais un peu tiré par ça, tu vois, et donc j'y allais à la confiance, parce que je le connais bien. Je comprends. Et à 180-190 km, juste avant que je remette les chaussures là, je ne sais pas comment t'expliquer. Alors déjà on était limite en timing, la nuit tombait, il nous restait 25 bornes avant Bayonne, on n'avait pas de lumière, bien sûr, parce qu'on n'avait pas prévu d'arriver de nuit. On s'est mis à rouler à 35. Alors encore une fois pour Benjamin, pour lui, ça, tu vois, il s'est dit, ah ben ça, enfin on roule. On a roulé à 35 pour de vrai et j'ai fini les 25 derniers kilomètres à 35 km/h de moyenne alors qu'on venait de faire 200. Je comprends. Et que je me disais, 3 heures avant, je suis au bout de ma vie. Je comprends. Et alors ce truc-là, je l'ai vécu avec tu vois, beaucoup d'excitation, on a débriefé, tout ça. C'est pas un truc que j'ai envie de reproduire tous les mois parce que, encore une fois, le vélo, c'est pas vraiment mon dada, c'est qu'à le dire. Mais j'aime bien ce côté challenge. Et on peut en parler maintenant. Un jour, on discute, je sais plus si on parlait d'une journée ensemble, ou je sais pas, parce qu'on se croise régulièrement sur le circuit, et tu me parles d'une aventure que tu as fait en vélo. Et là... Mais d'abord, tu me téléphones, un jour tu me téléphones pour un truc, et je suis sur mon vélo.
Et je crois que tu me fais un WhatsApp et je te dis bah écoute Juju, ok, et on parle et au bout du 3e WhatsApp, je te dis bah écoute là, il me reste X kilomètres donc je te rappelle demain et tout. Ah oui, c'est ça. C'est que le pire, c'était pendant. Ouais, c'était pendant. Le mec me répond au téléphone sur WhatsApp. Non mais il faut parce que c'est marrant parce qu'en fait tu compares toujours la perception de ce que tu as de l'extérieur avec ta propre expérience. Donc j'avais eu beau faire 220 km avec les difficultés que j'avais eues, etc. Toi quand tu m'as parlé de ton truc, c'est pas que je me suis rappelé ce que j'avais fait, c'est que je savais la difficulté du truc. Fait. Et je savais que moi j'avais été aidé par Benjamin beaucoup parce que le fait d'être à deux ça m'avait porté en fait. C'est comme le marathon de New York que j'ai fait. En fait à New York il n'y a pas besoin de savoir courir. Si tu sais faire 10 bornes, tu peux faire le marathon de New York. Tu es porté par les gens. 3 millions de spectateurs qui te portent. Et en fait tu as la musique, tu as le truc, et tu as la ville qui est dingue. Franchement n'importe qui peut faire 42 km, tu vois, faut juste y aller. Je comprends. Et tu vois, t'es porté. Bon, moi je savais que j'avais été porté par ça. Et toi, alors je vais te laisser expliquer le truc, mais j'ai vraiment été subjugué et je te l'ai dit sur l'instant. Et alors ce qui m'intéresse, c'est que d'une, tu me racontes ton expérience, et de deux, alors que moi je te disais, mais tu te rends compte du truc, que tu me dises, bah non, bah, normal. Non, je t'ai pas dit normal quoi, En fait, tu m'as rappelé après, tu m'as dit, c'est dingue, t'es un monstre, c'est fou ce que t'as fait et tout, et est-ce que tu voudrais pas le raconter, etc. Et ce qu'on fait aujourd'hui. Et je t'ai dit non, déjà ça va intéresser personne, parce qu'en fait, t'as des mecs qui traversent la Manche, eux c'est des vrais monstres, tu vois, à la nage. T'en as qui font un Ironman par jour pendant 30 jours, non-stop, ça c'est des vrais monstres. Et moi j'ai pas l'impression de. Enfin, ce que j'ai fait par rapport à eux, c'est rien. Et avec du recul, quand j'ai repensé justement à ton invitation, j'ai dit bah c'est peut-être ça qui est intéressant, parce que justement ce que moi j'ai fait, ça demande pas énormément d'implication. De temps de sacrifice par rapport à traverser la Manche à la nage où tu te prépares pendant 2 ans, j'imagine, j'en sais rien. Et ben moi je me suis préparé 3 mois sans oublier ma vie de famille et mon travail à côté, etc. Et j'ai fait ces fameux 350 km en vélo. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment à la portée de n'importe quelle personne un peu sportive. Tu vois, faut pas évidemment rien avoir fait depuis des années, mais un peu sportif. Moi, j'aime pas du tout le vélo. En fait, j'ai fait beaucoup de musculation toute ma jeunesse, depuis la filière FFSA en sport, où j'étais en sport-études, jusqu'à il y a 2-3 ans, j'ai fait beaucoup de musculation. Et c'était vraiment ma soupape de sécurité. J'adorais ça. Et j'ai eu des tendinites de partout. À la fin, tu arrives près de 40 ans, tendinite au coude, tendinite... Et j'avais besoin de trouver un autre sport qui me permettrait de repousser un peu mes limites, parce que quand c'était, attention, c'est la musculation de quartier, hein. Tu vois, pur et dur, tu fais 10 reps sous une barre à 100 kg et c'est la dernière qu'il faut aller chercher, voilà. Et j'ai essayé de retrouver ça dans le vélo. Un jour, tout a commencé quand, au moment où j'arrête la musculation, j'étais chez des amis à boire l'apéro et j'ai un copain qui s'appelle Florent, qui est un de mes meilleurs amis. Et on parle comme ça de vélo et je dis bah moi mon père quand il était plus jeune, alors qu'il n'aimait pas forcément le vélo, il a fait Paris-Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron en vélo. Il a mis 5 jours et c'était là pour le coup c'était le challenge de sa vie, vraiment, c'est le challenge sportif de sa vie. Il n'était pas du tout vélo, tu vois. Et je lui dis écoute Flo, ça te dit on fait, moi mes parents ils ont une maison au Sable d'Olonne, ça te dit on fait Paris les Sables d'Olonne en vélo. Il me dit ouais ok. Je le rappelle 3 jours plus tard, juste pour me fiche de lui, tu vois, et de nous deux finalement, en disant bon Flo, on se le fait. Moi je crois qu'il allait dire ouais, je me souviens même plus, quoi. Et il me dit ouais vas-y, je suis chaud. Je m'étais vraiment chaud. Il me dit ouais, moi je t'ai dit ça hier soir, je suis vraiment chaud. Et donc on se prépare à faire Paris les Sables d'Olonne en vélo, mais avec ce que tu sais et le couteau, quoi, tu vois, vraiment. Moi j'avais un VTT qui était amortisseur et tout devant, les sacoches comme les sacoches de postier, avec du matériel très lourd, avec des vêtements pas du tout techniques. Lui il avait même pas les pédales automatiques. On avait pris un gros cadenas très lourd qui faisait 3 kg parce qu'on voulait s'arrêter à la boulangerie et tout. Voilà, c'était et on l'a fait. Et j'ai eu 2 ampoules comme ça aux fesses, je te mens pas, 2 ampoules comme ça aux fesses. Là pour le coup, on l'a fait en 5 jours, on faisait 190, 110 km et ça nous paraissait, moi quand je voyais 120 km, ça me paraissait être, j'avais grimpé l'Everest. Tu faisais entre 90 et 100 km par il y avait à peu près de mémoire 550 km il y avait, Paris les Sables d'Olonne.
Et pour moi, ça me paraissait être mon Everest à moi. Et c'était génial. Je me fichais du regard des autres ou de ces. Moi, il y en a qui, je sais qu'il y en a qui font 500, 600 bornes dans la journée. Moi, 100, ça me suffisait. Et donc, on a fait Paris-les-Sables d'Olonne. L'année d'après, on a fait Paris-Brive-la-Gaillarde. L'année d'après, je suis parti tout seul de Paris jusqu'à Clermont-Ferrand le 23 décembre, enfin le 22 décembre, pour arriver à Noël dans la famille de ma femme. Où là, j'étais tout seul, je l'ai fait en 2 jours, donc 200 km par jour. Et il faisait -2, -3, etc. Et après, j'ai fait des 120 km. Et puis après, tu te dis, ah tiens, je vais essayer 150, 200. Et c'est le challenge, en fait, c'est juste essayer de faire plus que la dernière fois, et de la fois d'avant, qui me faisait plaisir, juste. La fameuse progression. La fameuse progression. Et au fur et à mesure, tu achètes un autre vélo. Alors, j'ai pas un vélo de fou, j'ai un vélo qui coûte 2 000 €. Alors, c'est beaucoup d'argent, mais tu as des vélos à 15 000 €. C'est pas un carbone, c'est un gravel plutôt basique. Alu. Voilà, alu, etc. Décathlon? Non, c'est un spé. D'accord. Spé chez Laz. Et parce que j'ai des gars à côté de moi qui ont de la boutique et qui sont super. Et j'ai commencé à m'équiper un petit peu. Paul Lanchère, qui est passionné de vélo, m'a dit, il regardait les stories, il disait non mais Ladim, tu peux pas être habillé comme ça, faut à un moment donné. Tu vois, j'avais le casque de VTT avec les lunettes. Entre la moto et le vélo, c'est ton mentor en fait. Et ben exactement, mais là-dessus, ouais. Sur la moustache aussi, c'est lui qui a initié le truc. Non, ça c'est moi. Et du coup, je me suis bien équipé parce qu'il faut mine de rien avoir du bon matériel quand même. Et je me suis lancé dans ces fameux 350 km en mars 2002 cette année-là. Et dans la foulée, j'ai fait aussi mes 24 heures de vélo non-stop aussi. Et ces 350 km de vélo se sont bien passés parce que je considère que quand tu termines, que tu réussis le challenge et que tu t'es pas blessé, c'est pour moi, c'est les deux choses qui me font que c'est réussi. Voilà. Raconte-nous le départ, parce qu'en fait 350, ça parle vraiment, tu vois, c'est difficile de s'imaginer. Ouais. À quelle heure tu pars pour faire 350 bornes dans une journée? Tu pars à l'heure que tu veux, mais tu pars pour essayer c'est un truc qui se calcule. Moi déjà, je voulais partir vers l'ouest parce que les vents dominants viennent de l'ouest. Et donc je voulais avoir le vent de face à l'aller et que ce soit plus facile au retour. Tu vois déjà. À ton Paris-Sables d'Olonne, là tu t'es mis un peu à réfléchir, optimiser. Ça a commencé. Tu avais vachement évolué. Exactement. En 1 ou 2 ans, tu apprends très très vite. Hein. Tu apprends que déjà le moindre gramme il est super important. Que voilà. Et donc j'ai décidé de faire une boucle. C'était plutôt nouveau pour moi parce que par exemple j'avais fait 200 km en aller-retour. Pour ceux qui commencent, qui veulent débuter le vélo et les longues distances, le aller-retour c'est super parce que tu pars et au bout de 100, tu es sur le retour et tu vas vers la maison. Tu vois ce que je veux dire? Tu avances vers. Et ça psychologiquement c'est super. Tu es droit vers ta maison, tu es droit vers chez toi. Et puis tu connais la boulangerie que tu as fait à l'aller, tu peux le faire au retour pour te ravitailler. J'allais prendre de l'eau souvent dans les cimetières, il y a de l'eau, des robinets, c'est le truc un peu connu des cyclistes, tu vois. Et donc voilà. Et là j'ai décidé de faire une boucle pour les 350 km. C'est super dur parce que la boucle, à un moment donné, tu es très loin de chez toi. Et voilà. Et au moment où tu es à la moitié, tu vas pas à vol d'oiseau vers chez toi, tu continues ta boucle, c'est très dur. Volontairement, tu sais que tu rallonges le truc. Voilà, c'est ça, exactement. Là, dans la tête, c'est encore exactement. Et je suis parti à 2h30 du matin, en sachant, je m'étais fixé une moyenne. Quelle date? C'était mois de mars. Il faisait pas chaud, mars, parce qu'on sait que mars c'est pas encore la grosse activité en sport auto. Nous, tu vois, ça commence tout juste, mais c'est plutôt avril-mai que ça commence vraiment fort. Donc j'avais fait pour ça. Et je m'étais fixé une vitesse moyenne que j'ai à peu près tenue, qui est pas dingue, hein, ça fait pas rêver. Hein. C'était une moyenne de 20 km/h. En gravel, avec des roues assez grosses. Et puis j'ai essayé de prendre des chemins beaucoup. Donc c'est pas du vélo de route où tu es à 25 de moyenne et tout. Et je voulais pas aller vite, je voulais arriver au bout. Tu vois, je voulais arriver au bout. Et donc je suis parti à 2h30 du matin. Et déjà au bout de la rue, vraiment, déjà tu es tout seul, j'ai essayé de faire des petites stories pour les copains. Et puis parce que ça met la pêche, tu vois, quand les gars ils te disent, tes copains, tes copines te disent ça c'est super ce que tu fais et tout, ça tu relis un peu les stories sur ton vélo et quand tu as des moments de mou, ça te met la niaque. Sauf qu'à 2h du mat, il n'y a personne qui rate la story. Il n'y a personne, donc en fait tu as le lampadaire qui est au-dessus de toi. Il fait froid. Tu vois, il fait froid, tu as de la brume et tu as tout. Il n'y a pas un chat. Hein. Folie. Et tu es tout seul et tu te filmes en disant voilà machin, je pars, il est 2h30, souhaitez-moi bon courage, voilà mon itinéraire et tout. Et tu pars et c'était sur ton vélo. La première sensation que j'ai eue pour partir pour ces 350 km, c'est que j'avais l'impression d'être en porcelaine. C'est-à-dire que je me suis dit ok, faut pas crever. Bon, c'est pas grave si tu crèves, mais tu perds du temps, il fait nuit, il faut pas crever, faut pas tomber, parce que tu peux te blesser. Mine de rien, tu es un peu sur la route, donc il y a des voitures, c'est dangereux. Et puis tu peux te blesser, et puis tu peux avoir une tendinite, et puis tu vois. Donc tu as l'impression d'être en porcelaine. Donc au début, tu appuies sur les pédales tout doué. Je faisais hyper gaffe. Et au bout de la rue, c'est-à-dire j'avais fait 80 mètres, il y a ton cerveau qui t'envoie une première info en disant est-ce que c'est vraiment utile ce que tu t'apprêtes à faire? Tu veux pas retourner te coucher? Ouais, parce que tu
ta femme, tes enfants, tu pourrais passer un peu de temps avec eux, tu pourrais travailler sur des trucs, t'as ta brochure à faire, t'as des factures à envoyer, t'as des gens à relancer, tu vois. Et donc voilà, donc là déjà première alerte. Et donc mais je m'y attendais parce que. T'as répondu quoi à ton cerveau à ce moment-là? Et bah c'est quelque chose, tu sais, je m'étais beaucoup, comme on voyage beaucoup, nous deux, on est beaucoup sur les routes on s'embête, et dans ma voiture j'écoutais déjà beaucoup de podcasts de gens qui avaient fait de l'ultra distance, et je m'attendais à ça. Et je savais que ça allait être les montagnes russes, et que j'ai vécu en 350 km plus d'émotions que dans une année. Excellent. Ouais. Mais tu le savais? Et je le savais. Ouais. Et je le savais. Et je savais que les moments de douleur, il fallait juste les passer, un peu survivre et les passer. Ouais. J'en ai eu, voilà. Et donc ça s'est plutôt très bien passé, parce que ma hantise, c'était par exemple d'avoir une tendinite des genoux, tu vois, ce qui est, voilà. J'avais fait une étude posturale, j'avais changé de selle 3 fois. Enfin, je travaillais le truc depuis longtemps, je m'étais bien entraîné, mon alimentation, elle était bonne aussi. Et puis ça s'est très très bien passé et j'ai adoré. Et puis t'as des hauts, t'as des bas, t'as des fois pendant près de 2 heures. J'ai pédalé 19h40. Je pensais arriver beaucoup plus vite et ça s'est pas passé comme ça. Ouais. Voilà, parce que tu maîtrises pas tout. Hein. Il y a des choses que tu vois, il y a des itinéraires, t'as un itinéraire que tu es obligé de changer. Tu voulais prendre un canal près d'une, tu vois, et il y a des travaux, donc tu changes, tu te déroutes et tout. Et à un moment donné, tu te mets à avoir des douleurs incroyables. Tu vois, moi, tu me parlais de ta chaussure, ton pied, moi, c'était dans le dos. J'avais des douleurs dans le dos incroyables. Des douleurs, mais vraiment incroyables. Vraiment. Hein, le bas du dos, c'est la posture. Ouais, terrible. Des douleurs absolument terribles. C'est après que j'ai mis des prolongateurs. Ah ouais. Tu vois, plus tard, pour changer sur un autre défi, pour changer tu vois, de position. Et ça passe, et pendant 2 heures, et après ça va, tu vois. Et t'as des hauts, t'as des bas. Ton pire moment, ça a été quoi là? Mon pire moment, ça a été à un moment donné. Quelle heure il était? À un moment donné, il commençait à faire nuit. Je savais que les boulangeries allaient toutes fermer, et j'avais plus d'eau. Et j'avais 2 gourdes à ravitailler, et je m'étais dit, ok, à partir de là, je savais que j'étais pas très loin de chez moi. Et je me suis dit, le GPS, tu le zappes, tu regardes juste ta trace, tu retires vitesse réelle, vitesse moyenne, tout ce qui peut te donner une indication sur est-ce que tu es bientôt arrivé. Quand je voyais au très loin mes lampes éclairées des panneaux d'agglo, je baissais la tête pour pas savoir où j'étais, en me disant... te mettre dans un tunnel. C'est ça, en me disant, il était à ce moment-là 20h, je pensais déjà que j'allais arriver bien plus tôt, mais voilà, 20h, je me dis, allez, à 21h, je regarde où j'en suis, mais de toute façon, je serai arrivé avant, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. Pendant une heure, je regarde pas le GPS, et comme ça me met pas le moral à zéro, tu vois. Et donc à 20h, je m'arrête dans un camp de gens du voyage, parce que j'avais besoin d'eau, et il me file de l'eau. Tu t'es dit tiens. C'est ça. Voilà. Et donc je toque une caravane, et on m'ouvre, et je dis je suis désolé, j'ai besoin d'eau. Ils me disent pas de problème et tout, ils m'ont accueilli. J'avais pas trop le temps de rester parce que tu sais, tu peux vite boire l'apéro et tout. Ouais, barbecue, ça. Et j'ai dit, ça faisait déjà 2 heures que j'avais pas regardé mon GPS, et j'ai dit on est où là? Il me dit bah là on est à Dreux. Il t'a dit ça comme ça? Ouais. Juste on est à Dreux. Non, il me dit on est à Dreux mon copain. Ah mon copain. Et j'ai dit non c'est pas possible. Et là non je dis c'est pas possible. Et j'avais la tête que j'ai là, tu vois, parce que ça me remet la chair de poule. Et je dis non j'étais pas. Il dit si t'es à Dreux, je fais d'Adreux dans l'ouest parisien. Et en fait j'étais beaucoup, mais alors beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et je pensais déjà arriver depuis 2 heures. J'avais déjà fait 2 heures alors que j'en pouvais plus, et il m'en manquait 4. Ah ouais. Et là c'était vraiment dur, mais un truc de fou. Et donc j'ai pris mon eau. Et je suis reparti en me disant que c'était là pour le coup un véritable cauchemar. Ouais. Et que c'était la dernière fois que je faisais ça. La dernière fois que ah non, c'est terminé. Arrête tes conneries, c'est nul. Ouais. Enfin, et j'ai pédalé. Et à un moment donné, j'ai vu des avions dans le ciel. Donc je me suis dit, c'est Orly, tu vois. Et Orly, je suis pas très loin de chez moi. Et après, j'ai eu un regain d'énergie où je suis passé pour faire une pause pipi, je descends même pas du vélo et je pisse sur le vélo. Ouais. Vraiment, j'en peux plus. À même pas tourner la tête pour cracher quand tu as craché, mais tu craches sur le cadre. Au plus simple. J'en pouvais plus. Tu vois, je ressemblais un peu au marathonien qui arrive, tu sais, il m'en manque 100 mètres et tu vois, je pense que je ressemblais à ça. Tu vois. Et je suis passé de ça. Tout seul à ce moment-là. Tout seul, ouais. Et je suis passé de ça
à j'ai pleuré, voilà, je suis passé par tous les... Ouais. À quand je vois que je suis vers Orly, je sais qu'il me reste 10 bornes, et là je me mets comme ça. Ouais. Et là je suis dans un faux plat, à 35. À 35 et j'ai une patate de dingue, et j'appelle mon père, je suis pas vu papa, j'ai réussi et tout. Et c'était c'était fou. Et tu vois, je suis ému parce que c'était mon challenge à moi. Tu vois. Bien sûr. Et c'était un truc c'est bête, hein, parce que c'est et voilà, et c'était fou. Il n'y a rien de bête, c'est un et challenge. Ouais, voilà, c'était mon challenge. Voilà. C'est un challenge. Et j'y suis arrivé. Et après, j'ai posé le vélo. J'étais en GPS et tout. J'ai posé le vélo et je me suis déshabillé, j'ai tout posé, j'ai été me doucher, je me suis couché direct. Et là, j'ai fait un malaise en fait. C'est le truc, ouais. Et j'ai eu mon cardio qui a commencé à monter dans les tours un peu vite, au bout d'un quart d'heure après avoir terminé de pédaler. Et ma respiration qui n'était pas bonne, et j'ai réveillé Lucie, et je lui ai dit je me sens pas bien, et j'ai été aux toilettes, et j'ai vomi, et j'ai fait un malaise. Et ça, c'était un peu le truc pas cool que je retiendrai. Je me suis dit, voilà, prochaine fois. Et le lendemain, frais comme un gardon, je sais pas pourquoi, je m'occupe des enfants et tout, je suis levé à 9 h du matin, j'étais arrivé à minuit, frais, et je me suis dit, putain, j'ai envie de recommencer quoi. Le lendemain, j'ai dit, je ferai plus la prochaine fois, tu vois. Et donc le meilleur moment, c'est les 10 derniers kilomètres, j'imagine? Non, c'est tout. Le meilleur moment, c'est c'est tout en fait. Tu sais, moi j'ai des phases où des fois il y a des bouts de 6 heures où je me souviens plus du tout. Ah ouais. Plus du tout. Il y a des morceaux de 4 ou 6 heures, je sais plus du tout. Tu sais, tu as toujours des je me suis arrêté là, j'ai vu un clocher, j'ai vu une église, je me suis arrêté à cette boulangerie, j'ai parlé à cette personne, et machin. Tiens, là j'ai crevé, et bah là des fois, pour un quart du truc, je me souviens plus de rien. Génial. Voilà. Ou pas, je sais pas si c'est génial de plus souvenir, mais. Voilà. Mais ça veut dire que tu étais en mode automatique, tu étais dans le flow finalement, et tu es allé du point A au point B. Qu'importe, tu t'en souviens pas, mais tu l'as fait quoi. Voilà. Et je répète vraiment ce que j'ai fait, j'ai bien conscience que c'est rien par rapport à ce que fait, par exemple, comment s'appelle notre ancien confrère qui avait le circuit d'Abbeville, Evan Steenard. Evans, c'est une référence. 24 heures du Mans tout seul. Tout seul, mais à des vitesses stratosphériques, et il traversait les États-Unis d'est en ouest. Puis c'était à 2. Et ça durait. Et ça, c'est des monstres, des vrais monstres du vélo. Moi, c'est à mon niveau. À mon niveau, avec 2 mois de préparation, 3 sorties par semaine. C'est ce que tu es capable de faire. Voilà. Avec beaucoup dans. C'est tout au mental. Hein. Tout au mental. Et je me suis dit, la prochaine fois, tu recommenceras en étant un peu mieux préparé physiquement pour moins tirer sur le mental. Parce que là, le mental, il a ramassé fort. Et je pense que mieux t'es physiquement, moins. Et tu penses qu'il faut un équilibre. Et moi, j'étais trop attiré dans le mental. Il y a quelques mois de ça, tu t'es fait un nouveau challenge, le dernier challenge en date. Oui. Où là, cette fois-ci, tu as décidé de faire les choses vraiment complètement différemment. Oui, d'abord je voulais plus. Aladdin, quoi. Je voulais plus essayer de faire un kilomètre, de parcourir tant de kilomètres. Je voulais en temps. Donc j'ai voulu faire 24 heures. Et autant en baver, c'est en baver pour la bonne cause. Et j'ai décidé de pédaler pour un fonds de dotation qui s'appelle le Triomphe du Cœur, qui soutient la recherche pour les maladies cardiaques. Voilà, bref. Et j'ai aussi voulu un peu changer, parce que je me suis dit 24 heures, il faut être ultra bien ravitaillé. Dans les boulangeries, tu peux pas te ravitailler correctement, tu peux pas manger. Donc là, j'ai fait un vrai plan de nutrition, et j'avais une boucle de 40 km en pur gravel, c'est-à-dire au zéro asphalte, 100% gravel, donc c'est déjà différent. Il y a de la boue, il y a des flaques d'eau, il y a de la terre, ça glisse et tout. Et c'était une boucle de 40 km que j'allais faire autant de fois que nécessaire pendant 2 tours d'horloge. Donc déjà, mentalement, c'est dur parce que tu te dis mais je suis pas obligé de pédaler si vite, de toute façon l'idée c'est de faire 24 heures. Et je voulais pas tomber dans ce truc là, donc je me suis quand même fixé une distance ou une moyenne à respecter, parce que sinon ça n'a pas de sens, et au bout de 12 heures tu chutes complètement. Et j'avais aussi dans l'idée de vouloir partager ça avec des amis, et j'ai des relayeurs qui m'ont suivi pendant 24 heures, jour et nuit, et toutes les 2 heures j'avais un nouveau cycliste qui m'attendait sur le parking de ravitaillement, et toutes les 2 heures j'ouvrais mon camion, je déposais tous les déchets que j'avais et je reprenais un kit de nutrition, et j'avais un copain à qui je checkais vite fait, et j'en avais un autre qui me rejoignait. Je faisais des pauses de chrono 3 minutes quoi. Tu vois, donc ça allait sur les 24 heures, j'ai pédalé 22h45. Donc c'est beaucoup quand même. Si tu fais des petites pauses de 2 minutes, 5 minutes, ça va vite aussi les pauses. Mais voilà, pipi, boire. Voilà. T'as pas dormi en tout cas? Ah, j'ai pas dormi. Ah non, j'ai pas dormi. Non, 24 heures, et ça s'est très bien passé. J'ai pas fait de malaise.
parce que j'avais travaillé mon truc et que je me suis pas, j'ai marché pendant un quart d'heure, 20 minutes après le vélo. Et puis en arrivant chez moi, il était 8 h du matin, je suis parti à 8 h le samedi 8 h et j'ai fini à dimanche 8 h. Ouais. Et j'ai continué l'activité chez moi un petit peu, j'ai fait mes machines à laver, j'ai continué de faire des choses et après je me suis mis au dodo. Et donc ça s'est très très bien passé. Voilà. Là, beaucoup mieux. Ah ouais, franchement, ouais. Ah ouais. Excellent. Ouais, ouais. Et le secret de ça, c'était ta préparation. Moi, je t'ai eu au téléphone plusieurs fois et tu étais très souvent sur le vélo quand même. Oui, bien sûr. Là, tu t'es vraiment entraîné. Bien, je me suis beaucoup plus sur entraîné. 4 mois Ouais, 4 mois. 4 Pile 4 mois. 4 mois, j'ai beaucoup travaillé ma position aussi. J'ai beaucoup travaillé les réglages du vélo. J'ai beaucoup travaillé moi, comment j'allais m'habiller, à quel moment, etc. Et j'ai eu un moment donné où j'ai eu extrêmement froid. Extrêmement froid. En fait, c'était dans la vallée de l'Orge, donc dans l'Essonne, et on était entouré de lacs et de rivières. Et à un moment donné, l'humidité nous est tombée dessus. Il était à un moment donné où j'avais plus beaucoup d'énergie, et donc mon corps m'a pas réussi à trouver l'énergie pour me réchauffer. Et donc je me suis mis à être vraiment, je tremblais de froid. Sur le vélo, j'étais comme ça. Et donc j'ai réussi à me réchauffer en mettant des couches et essayer d'augmenter un tout petit peu mon rythme. Mais tu sais que tu peux exploser en plein vol et si tu augmentes de trop, tu vois, faut pas non plus transpirer. Si tu transpires, c'est foutu. Tu vois, tu as trop froid, tu peux pas transpirer pendant 24 heures. C'est impossible. Tu vois, mais donc ça, je l'ai plutôt très très bien géré. Moi, quand je t'entends parler, je te connais depuis des années. Je te vois évoluer. Je sais que tu fais un truc un jour. La fois d'après, tu feras jamais comme ça sera toujours comme ça. Et tu te mets toujours, tu vois, un step au-dessus, un step au-dessus. Et même si tu as des interrogations, des questionnements, parfois des doutes, tu es toujours en mode confiant. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu proposes. Et dans tous les cas, ça va le faire. Oui. C'est ça la confiance. Moi, c'est y aller même quand on a peur. En fait. Ouais. Pour terminer, Dim, il y a vraiment un truc qui m'intéresserait que tu nous dises, si tu veux bien le partager. C'est que tu t'imagines parler avec le gamin de 4 ans que tu étais à l'époque, avec le parcours que tu as là, 36 ans après, avec tout ce que tu as fait, la carrière que tu as aujourd'hui, les challenges, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ce gamin de 4 ans que tu peux croiser comme ça? Avec tout ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais qui pourrait lui apporter quelque chose pour arriver à évoluer et faire les choses comme il faut? En 3 mots. Déjà de pas écouter les autres. Parce que moi là, quand je parle de ces trucs-là, ils me disent alors soit ça sert à rien, soit c'est con, c'est débile, ou soit tu perds ton temps, ou soit tu n'y arriveras pas ou quoi. Donc pas écouter les gens. Ouais. Un truc qui aurait fait la diff, tu vois, à l'époque, que tu peux pas forcément t'imaginer, mais aujourd'hui à 40 ans, tu te dis en fait, la vie c'est ça quoi. Ça va continuer à évoluer tout ça. Mais est-ce qu'il y a un truc aujourd'hui en plus qui fait que, avec les années, l'expérience, tout ce que tu as vécu, tu dis finalement, tu vois? Finalement, quand tu y crois, ça c'est certain, quand tu crois en un truc, il faut le faire, il faut y aller. Bien sûr. Que je pense, je me souviens plus, mais j'ai entendu une phrase d'un gars qui fait je crois qu'il s'appelle Steven, je me souviens plus de son nom de famille. Il dit partir avec les jambes, finir avec le mental. C'est-à-dire que le mental, lui faire comprendre au petit gamin parce qu'il sait pas ce que c'est pour l'instant, que le mental, il va t'aider toute ta vie beaucoup plus que le physique. Et si tu as la tête, t'as pas besoin d'avoir les jambes. Vraiment, ça c'est très important. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça c'est top, c'est top. Bon, et merci beaucoup pour ce partage. C'était super. Tu as été vraiment authentique et l'échange il est intéressant pour ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que tu n'as rien à prouver à personne, que ce soit au niveau des compétitions ou quoi que ce soit. J'aime bien aussi que l'idée que la compétition, c'est que c'est une compétition envers soi-même. Bien sûr. La petite coupe sur l'étagère, c'est super, mais en vrai, c'est toi qui grandis, c'est toi qui as de plus en plus de confiance, etc. Et c'est l'intérêt de la compète, même s'il y a un classement, toujours une feuille de temps. C'est qu'est-ce que j'ai appris sur ce coup-là. Bien sûr. Et je trouve que tu transpires vraiment ça parce que tu l'as dans ton sport, tu l'as dans tes compétitions, dans ton boulot, tu l'appliques sûrement dans le perso. Et tout ça fait que tout ça grandit et que tu es de plus en plus épanoui finalement. Beaucoup plus qu'il y a 20 ans, la première fois qu'on s'est croisés. Et c'est vrai que tout ça, c'est hyper enrichissant. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux challenges qui arrivent. Et on se refait une vidéo quand tu veux. J'espère, avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Ça. On continue chacun de notre côté et puis on partage ça ensemble. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao. Salut tout le monde. À très vite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta moustache? Parce que c'est vrai que... Alors moi je le savais, parce qu'il y a un mois tu m'as dit écoute je prépare un truc, etc. Photo.
Je pense que j'ai 4 photos de toi en mode pouce. Exactement, les 4 stades. En fait, on est ici à Flaine et on organise tous les deux des stages sur glace. Et moi, la grande coutume, c'est que toute mon équipe doit avoir la moustache parce qu'à la fin de la semaine, il y a un concours et c'est véridique, hein, de la plus belle moustache. Ça fait à peu près 2 mois que mes enfants ne veulent plus m'embrasser, mais je l'assume et j'ai fait un petit retour juste pour le podcast. C'est super, et ça te va très bien. Eh bien merci. Écoute, je sais pas si tu vas garder ça très longtemps. Je sais pas, non, je pense que ça va vite se terminer parce que j'assume pas. Et j'imagine que tout le mois de novembre, on t'a dit « Ah, tu fais November ?» Mais non. Et je leur répondais non, pas du tout. C'est pour un autre truc que je vous expliquerai. Ne te casse pas, on a compris. Exactement. Bon, mais excellent.